Et je dirais que ce stigmate ou ce tabou est un indice du degré de domination masculine. Plus on est mal à l'aise à en parler, plus on est sous l'emprise de la domination masculine. Hein. Bonjour, Bonjour. je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. La première question que je vais vous poser est toute simple, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Daniel Delanoë, je suis psychiatre et anthropologue. Et donc, j'ai fait une thèse sur l'expérience et les représentations de la ménopause dans les années 90, que j'ai soutenue à l'école et aux études en sciences sociales en 2001. Et j'ai continué à travailler sur cette question jusque dans les années 2010. Puis, par ailleurs, actuellement, en tant que je m'occupe de consultations en psychiatrie transculturelle en région parisienne. D'accord, donc la ménopause a été un sujet de recherche pour vous et a perduré après. Une vingtaine d'années à peu près, voilà. Et pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet en particulier? Alors, je me suis dit que c'était un sujet intéressant parce qu'il y avait quasiment rien en sciences sociales. Il y avait beaucoup de choses médicales, biologiques. Il y avait aussi beaucoup de discours de promotion des traitements hormonaux dans les années 90. Et je me suis dit que ça posait beaucoup de questions à explorer sur les représentations des femmes, sur l'usage du traitement, qu'il y avait à la fois un phénomène biologique, l'arrêt de la fertilité, et des discours médicaux, des discours populaires. Et en anthropologie, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la construction sociale qui entoure un phénomène biologique. La construction de la maladie, là c'est pas une maladie, c'est autour de ce phénomène biologique, il y a des constructions sociales et des enjeux sociaux. Et donc, comme il n'y avait rien, après première année de DEA, on m'a vivement encouragé à faire une thèse, parce que c'était un sujet qui s'y prêtait particulièrement bien. Une thèse qui a été publiée sous le titre Sexe, croyance et ménopause. Voilà, le titre de la thèse elle-même, c'est Critique de l'âge critique. Et j'aurais bien voulu garder ce titre Je comprends. pour l'édition grand public. Bon, malheureusement, là, ça n'a pas été fait. D'accord. Et donc, en fait, la question que vous posez dans ce livre, dites-moi si je me trompe, enfin dans cette thèse qui va devenir un livre, c'est l'impact de la culture et de l'environnement social sur les symptômes même de la ménopause. Est-ce que, alors la question est vaste, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus et l'angle adopté en fait? Oui, alors, on voit qu'il y a bon, l'arrêt des règles est universel. Aux alentours de la cinquantaine, toutes les femmes, c'est programmé génétiquement. Après, les symptômes varient selon les contextes euh, bioculturels, on peut dire. Par exemple, au Japon, les femmes ne se plaignent pas de bouffées de chaleur, mais de symptômes très différents, d'avoir une ankylose de l'épaule, des fourmis sur la peau. Et même le terme de ménopause n'existait pas. Il y avait Konenki qui désignait une transition, voilà, pendant quelques années, qui englobait beaucoup de choses. Si on va par exemple, chez les Mayas contemporains en Amérique du Sud, eh bien, c'est des femmes qui n'ont pas de bouffée de chaleur, qui n'ont pas d'ostéoporose. Et alors, probablement pour des raisons génétiques, mais ça peut être aussi lié à l'alimentation, lié à l'activité physique, voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans les populations de type occidental, il y a un certain nombre de femmes qui ont des signes fonctionnels assez gênants. Enfin, très gênants, c'est une minorité, plus ou moins gênants, et d'autres pas du tout. Donc c'est assez variable selon les femmes. Vous prenez l'exemple des Mayas. Moi, dans mon souvenir de la lecture que j'avais faite de votre livre, on vous décriviez une société matriarcale, entre guillemets, qui permettait à la femme ménopausée d'avoir un rôle social particulier, très différent des sociétés occidentales, et qui, de fait, expliquait aussi une certaine, je ne vais pas employer les bons termes, mais valorisation de ce statut-là. Alors c'est ça, là c'est la question du statut social. Alors le statut social dépend beaucoup aussi des conditions de vie des femmes et plus précisément du degré de domination masculine dans lesquels vivent les femmes. Et chez les Mayas, par exemple, les femmes sont assez dans un rapport avec les hommes qui leur convient plutôt bien, et la ménopause est attendue
avec presque impatience du moment où elles ont eu assez d'enfants, hein, le nombre d'enfants qu'elles voulaient. À ce moment-là, il y a une sorte de tranquillité. Et là aussi encore plus manifeste, c'est chez les Indiens Moaves qui ont été décrits par Georges Devreux, euh, anthropologue et psychanalyste dans les années 50, et qui a montré que justement à la fin de la période reproductive, c'était une période d'épanouissement pour les femmes. Elles avaient un rôle politique important, elles prenaient la parole dans la vie politique et sociale de la tribu, elles, elles avaient des relations amoureuses avec des hommes plus jeunes, elles avaient des enfants autour d'elles. Donc c'était vraiment une phase d'épanouissement tout à fait singulière qui contrastait complètement avec la perte de statut social très très marquée dans les sociétés occidentales, surtout à partir du 19e siècle. Avant, c'était plus ou moins marqué. Et est-ce que vous considérez, est-ce que dire que ces statuts sociaux différents en fonction des sociétés évoquées pourrait avoir des impacts sur les symptômes mêmes? Est-ce que la ménopause, elle est moins pénible dans des sociétés où elle est mieux acceptée et voire valorisée, ou est-ce que c'est pas le cas? Alors, c'était l'hypothèse qui a été explorée par une étude de Princeps qui a été faite en Inde, où des femmes aussi accédaient à un statut social plutôt valorisé. Elles prenaient, là aussi, elles étaient libérées de l'obligation de réserve, d'être pudiques, elles se partageaient le repas avec les hommes, elles pouvaient avoir des propos grossiers, des plaisanteries grossières. Et donc, ça a été considéré à un moment donné comme un meilleur statut social, et elles avaient peu de bouffées de chaleur. Donc, ça a lancé la grande discussion, relation entre statut social et bouffées de chaleur. Bon, il semble pas que ce soit aussi simple que ça. Ce, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est la valeur des symptômes, hein, qui est surtout conditionnée par le statut social. C'est-à-dire, si la femme est très dévalorisée, si elle perd toute valeur sociale, si effectivement elle est méprisée, reléguée, mise en dehors du jeu social, les symptômes vont être particulièrement pénibles à vivre, hein, puisqu'ils vont être annonciateurs ou témoins d'une grande perte de statut social. Dans les sociétés où il y a pas ou peu de perte de statut social ou un gain de statut social, dans les groupes sociaux à l'intérieur de la même société, une bouffée de chaleur, c'est pas grand-chose, quoi. On fait un petit tour, oui, quelques rides, mais c'est beaucoup moins dramatique. Donc, le, la gravité attribuée aux symptômes, en partie, hein, parce que les symptômes graves sont gênants pour tout le monde, quel que soit le statut social, mais en dehors des symptômes très graves, très gênants, euh, pour des symptômes moyens, des bouffées de chaleur comme ça de temps en temps, quelques rides, modifications de la peau, oui, c'est pas grand-chose, quoi. On fait un petit tour chez le médecin. Dans l'enquête qu'on a faite avec Virginie Ringa, Daniel Assoun et Selma Hajri, on a comparé la ménopause, l'expérience de la ménopause en France et en Tunisie, tunisienne en Tunisie, les tunisiennes en France, et on a vu que les femmes qui étaient cadres, par exemple, qui avaient des emplois bien rémunérés, des qualifications, dont l'existence sociale n'était pas définie par le fait d'avoir des enfants ou pas, d'être fertile ou pas, qui n'était pas définie par leur capacité reproductive, c'était une dimension de leur identité, mais une parmi bien d'autres, eh bien pour ces femmes-là, la ménopause était quelque chose quasiment insignifiant. Alors que pour les femmes qui, des fois plutôt les milieux populaires, pouvaient avoir une grande perte de valeur si leur vie était limitée à l'espace familial, hein. Alors que aller à l'extérieur, avoir un travail salarié, avoir des responsabilités, minimise beaucoup l'impact, si vous voulez, social et donc l'expérience subjective de la ménopause. Et la transmission orale dans tout ça, je m'explique. Il y a souvent quand vous posez la question aux Françaises, enfin moi j'ai pas de données chiffrées là-dessus, mais elles savent pas à quel âge leurs mères ont été ménopausées, s'il y a eu des symptômes ou pas.
Et je discutais par exemple avec une gynéco qui bosse à La Réunion et qui me disait, je vois bien la différence entre les femmes réunionnaises pour qui la ménopause, en fait, c'est un passage obligé. On se pose pas la question du traitement ou etc. Les bouffées de Mmh. chaleur, c'est normal, donc c'est totalement accepté. Puis elles ont été prévenues. Il y a une transmission orale Mmh. qui s'est faite, qui n'est pas forcément le cas chez les femmes blanches occidentales. Et donc, quel rôle ça joue ça? Alors, c'est vrai il y a dans les sociétés occidentales, depuis l'Antiquité, quand même, un très fort stigmate sur l'arrêt de la fertilité féminine, hein, avec des modèles de représentation qui font appel à des modèles de la circulation du sang, où les règles sont un sang dangereux, empoisonné, qui peut infecter l'air, donc infecte le corps de la femme, les yeux de la femme et son regard. Et quand elle regarde un enfant, elle peut faire mourir l'enfant, puisque son sang, si le sang des règles n'est plus éliminé, donc les poisons, les virus acres et morbifiques qui étaient éliminés par le sang menstruel ne sont plus éliminés, restent à l'intérieur du corps de la femme, passent à travers donc les yeux et infectent l'air et infectent l'enfant. C'est ce que disait Albert le Grand au XIIe siècle. Donc c'était très très violent, hein, comme représentation. À partir du XVIIIe siècle, c'est la femme qui devient malade, hein. À ce moment-là, elle est plus dangereuse, mais elle est malade elle-même. Diderot parle des maladies longues et dangereuses qu'attendent les femmes à ce moment-là. Et ça s'accentue au XIXe siècle, notamment dans les classes supérieures, où notamment les femmes de l'aristocratie avaient un statut très très favorable, hein. Elles avaient dans la société de cour un rôle politique très important, une liberté politique, sexuelle, amoureuse. C'est bien montré dans le film Ridicule de Patrice Lecomte, par exemple. Et puis après la Révolution, elles sont renvoyées dans leur foyer, hein. C'est la civilisation bourgeoise. Euh, et les femmes il y a une grande perte de statut social pour les femmes à ce moment-là. Et donc elles se plaignent beaucoup plus. À ce moment-là, elles se plaignent beaucoup, elles vont voir les médecins, et c'est à ce moment-là qu'on commence à médicaliser la ménopause. On crée le terme de ménopause d'ailleurs à ce moment-là. Et il y a des discours de plus en plus catastrophiques de la part des médecins et qui entourent la ménopause effectivement d'une aura très très négative, encore plus que les discours populaires précédents, quoi. Et donc tout ça va imprégner, rejoint aussi les discours populaires que j'ai évoqués avant sur la dangerosité du sang menstruel et tout ça, et donc la dangerosité du corps féminin après l'arrêt des règles. Et donc vient faire une culture qui fait qu'on a peur de la ménopause, hein. C'est un stigmate et donc on n'en parle pas. Et en effet, les femmes, les mamans n'en parlaient pas tellement à leurs filles. Et c'est la grande socialisation, ça a été avec le traitement hormonal de la ménopause, hein, dans les années 90, où euh, il y avait une promotion très puissante de l'industrie pharmaceutique pour le traitement hormonal. Et donc les femmes en parlaient entre elles. Est-ce que tu prends un traitement comme ci, comme ça? Les filles en parlaient à leur mère. Est-ce que tu prends un traitement? Donc c'est devenu une sociali la médicalisation de la ménopause a été aussi une socialisation au-delà de la prise du traitement ou pas. Donc on s'est mis à parler beaucoup de la ménopause, y compris entre copines, entre mères et filles. Et donc il y a eu euh, une dédramatisation à travers toutes ces discussions, hein. C'était plus du tout cette pluie de symptômes terrifiante qui allait tomber dessus. Ça a beaucoup relativisé. Et puis le fait de faire groupe aussi, de ne pas être seul avec ça. Il y a eu donc, pour répondre à ce que vous disiez, notamment la revue L'Impatient avec Martine Lagagné, une revue de médecine alternative qui fait un excellent travail d'information justement des femmes et qui était moins stigmatisant que certains ouvrages de promotion du traitement hormonal qui allaient bien au-delà des effets physiques ou biologiques, mais renforçaient l'idée d'une perte de statut social très important. Il y avait des livres dont le titre était Pour que la femme reste jeune, belle et désirante, quoi, grâce au traitement hormonal. Ce qui sous-entendait qu'avec la ménopause, la femme n'était plus belle, n'était plus désirante. Alors, sous l'apparence, si vous voulez, de prendre le parti des femmes, en fait, il y avait
un renforcement du stigmate et de la perte de statut social, et de l'assignation des femmes à la fonction reproductive. Donc c'était des discours très, euh, finalement, assez peu libérateurs, et qui renouvelaient le stigmate sous une nouvelle forme moderne. Si vous Et voulez. en parallèle, il y avait les mouvements féministes aux Et alors, États-Unis. il y avait les mouvements féministes de lutte contre la médicalisation, très très actifs, beaucoup plus qu'en France, et, euh, et qui ont démonté et critiqué ces discours extrêmement misogynes, en fait, sur la ménopause, tout à fait. Il y avait une phrase que j'adorais qui était, je sais plus qui l'a prononcée, mais un jour, les bouffées de chaleur Oui, irradieront les conseils d'administration des grosses boîtes. c'est ça. Enfin, ce genre de Oui, il y discours. Ouais. avait un chef de file de la promotion du traitement hormonal qui avait fait un petit film de promotion où il y avait une femme qui avait des bouffées de chaleur dans le conseil d'administration et qui était terriblement gênée. Et donc, grâce au traitement, elle pourra assister à ce conseil d'administration sans être gênée. Et les féministes, les Red Hot Mamas, c'était un groupe de self-help en Californie qui ont dit, bien voilà, revendiquez vos bouffées de chaleur vont illuminer les conseils d'administration. Donc il y avait un retournement du stigmate, une revendication au contraire jubilatoire, si vous voulez, de cette étape de la vie physiologique féminine qui était très très forte. C'était vraiment le retournement du stigmate, c'était vraiment un mouvement puissant, très libératoire. Donc le traitement hormonal de la ménopause a eu un effet, franchement, je l'apprends avec vous, libérateur autour de la parole sur les symptômes de la ménopause. Et après, il y a eu 2002. Après, il y a eu l'étude de la WHI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un Donc peu le plus? traitement hormonal, hein, je précise, ça a été libérateur, mais ce n'était pas son objet. Ça a suscité de la parole, Mhm. une socialisation. Mais c'était fondamentalement un discours très majoritairement qui sous-entendait que la femme avait une perte de statut, de valeur sociale, de beauté, de féminité, etc. C'était la grande promotion féminine forever de Robert Wilson aux États-Unis, qui disait que la femme, grâce à la pilule, pouvait rester féminine, et l'implicite, c'était qu'elle n'était plus, qu'elle avait perdu sa féminité. Et, et un autre auteur américain avait écrit à la ménopause, la femme perd toute son utilité en tant qu'être humain. Donc Quand même. c'est vraiment l'assignation à la fonction de reproduction. Donc vous voyez, une violence extrême finalement. Euh, alors oui, l'étude de la Women's Health Initiative en 2002 montre une première grande étude prospective de grande ampleur faite sur les traitements hormonaux aux États-Unis, quand la directrice du service de santé national fédéral était une femme. Donc elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces traitements dont on ne sait pas très bien ce qu'ils valent, hein. C'était des traitements qui n'étaient pas produits dans ces indications-là au début, donc les prescriptions ne reposaient pas toujours sur des bases très solides. Et il n'y avait pas eu des études suffisantes. Donc elle en fait une et on s'aperçoit que l'étude était prévue pour 10 ans et on l'arrête au bout de 7 ans, ce qui est très très rare, parce qu'il y a trop d'effets secondaires, hein. Il y a une augmentation des problèmes cardiovasculaires, des AVC, des cancers digestifs, et peu de bénéfices. Et donc on arrête l'étude, et donc là, alors que il y avait une efficacité qui était montrée sur les signes fonctionnels, bouffée de chaleur, sécheresse, etc., et un effet préventif sur l'ostéoporose. Donc ça, c'était le grand, le grand bénéfice qui donnait une légitimité médicale, si vous voulez, de santé publique. On quittait le registre un peu douteux de la poursuite de la féminité, plus ou moins charlatan. Donc la prévention de l'ostéoporose, c'est une pathologie grave, donc là, on est sérieux, quoi. Et fait, effectivement, ça marche. Et donc là, comme le traitement n'est plus safe, n'est plus dangereux, n'est plus sûr, il devient dangereux, tout tombe par terre. C'est-à-dire que toute cette poursuite de la féminité, tout le monde oublie ça, et on reste femme même après la ménopause, puisque tout ce discours tombe en ruine du fait qu'il est plus supporté par l'innocuité du traitement, hein. C'est-à-dire que c'était une peur qui était toujours un petit peu là, le cancer, alors les hormones, il y avait toujours une crainte. Mais donc l'effet symbolique, la puissance symbolique du traitement
a disparu en même temps que disparaissait son côté, en même temps qu'est apparu son côté potentiellement nocif. Et à ce moment-là, les gynécologues ont vu que les mêmes femmes qui supportaient pas d'avoir une bouffée de chaleur dans les années 90, après cette étude, ils disaient, oui, bon, une petite bouffée de chaleur, c'est pas si grave, hein. Donc vous voyez que le rapport aux symptômes dépend aussi de l'offre qui Mm. est faite pour soigner le symptôme et du discours qui enveloppe cette offre. Donc une dramatisation des effets secondaires, des effets des symptômes plutôt. Et, euh, et donc c'est quelque chose qui est vraiment très socialement construit, finalement, le rapport aux symptômes. Oui, et en même temps, j'avais lu, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la question de une femme à l'âge de la ménopause j'avais lu quelque part que je suis désolée, c'est un peu, c'est pas très précis ce que je veux dire, mais a 20 fois plus de chances de se faire prescrire des antidépresseurs au moment de la ménopause que pendant le reste de sa vie. Et ensuite aussi que la ménopause correspond souvent à une période de la vie des femmes où les enfants, si elles en ont, quittent le nid. Donc en fait, c'est une espèce de double deuil de la maternité. Bref, tout ça étant mêlé dans des symptômes qui ne sont pas toujours parfaitement identifiés et qu'on va assimiler à une dépression et le corps médical dans tout ça et la prise en charge adaptée à ces symptômes. Alors, il y a eu toute une tradition de dire que la ménopause favorisait la dépression. En fait, c'est faux. Les femmes qui sont déprimées à la ménopause, elles l'étaient avant. En fait, il y a moins de dépression après la ménopause qu'avant. Donc, c'est un discours, là aussi, sans fondement. En revanche, les femmes peuvent affronter des événements difficiles, mais qui ne sont pas en lien avec l'arrêt de la fertilité. Ça fait partie du cycle de vie, les parents vieillissants, les enfants qui quittent le foyer. Mais c'est pas le fait que les enfants quittent le foyer qui est l'événement le plus dur, c'est quand les enfants reviennent au foyer après l'échec de la sortie. Donc tout ce discours sur le syndrome du nid vide qui a été là, en fait, complètement démenti. Les femmes aspirent à ce que les enfants s'émancipent, etc. Et s'ils reviennent, là, c'est vraiment très dur, c'est qu'il y a eu un échec. Voilà. Mais la dépression, les sautes d'humeur, l'irritabilité, enfin tous les symptômes un peu psychiques Mm. qu'on lie à la ménopause, vous vous dites c'est faux. C'est pas lié à la carence hormonale. Il n'y a pas de, à ma connaissance, hein, on va voir s'il y a eu des études plus récentes là-dessus. En tout cas, les symptômes dépressifs ne sont pas liés du tout à la carence hormonale, enfin, à l'arrêt de la production hormonale. Donc, en revanche, je pense que quand on vit des moments difficiles, on peut être plus ou moins Bien irritable, sûr. mais c'est pas lié à un trouble de l'équilibre hormonal. D'accord. Ah, Donc, c'était une vision, ça attribuait à des phénomènes biologiques, en fait, des réponses à des conditions environnementales, à des moments de vie qui peuvent être difficiles. En fait, on le lit de façon, par exemple, souvent on a l'exemple du syndrome prémenstruel avec 3 jours avant les règles. Mm. Euh, c'est compliqué parce qu'il y a une Oui. hypersensibilité, parce qu'on est un peu plus euh, fragile euh, et un peu plus réactif psychiquement. Et que donc la ménopause était un SPM, un syndrome prémenstruel très marqué, et que donc c'est des phénomènes qui s'amplifient à ce moment-là. Vous vous dites, ça n'a aucun, il n'y a aucun lien de cause à effet biologique en tout cas. À ma connaissance, j'ai pas fait de revue récente de la bibliographie, donc c'est sous réserve qu'il y ait des études qui les montraient récemment. D'accord. Mais en tout cas, pour les syndromes dépressifs, contrairement à ce qui était écrit dans le Vidal, on pouvait prescrire des Ouais, œstrogènes pour des symptômes dépressifs. ouais. Donc c'était très vague, ça reposait sur aucune étude. Donc là aussi, c'est une fabrication médicale. En revanche, les femmes sont confrontées à l'image négative de la ménopause et peuvent être mal à l'aise de dire à leur entourage, à leur conjoint, à leurs compagnons qu'ils sont ménopausés, parce qu'il y a quand même chez certaines femmes qui sont vulnérables, notamment les femmes qui n'ont pas un niveau d'éducation, un travail valorisant, qui ne sont pas construites sur d'autres dimensions que cela, notamment les femmes au foyer, sont beaucoup plus vulnérables à ces représentations et peuvent être en difficulté de partager cette information, en tout cas de se sentir passé du côté des personnes, des vieilles, etc., penser qu'elles sont devenues vieilles, contrairement à leur expérience, qui font qu'elles sont toujours voilà, plein d'énergie, enfin, plein de choses,
mais le statut peut s'imposer à une expérience, quoi. La perte de statut peut déterminer une expérience qui serait différente autrement. Donc je pense que c'est surtout à ça que les femmes peuvent être confrontées aussi. Pour en revenir sur le traitement hormonal de la ménopause, il y a aujourd'hui un travail de dédiabolisation, entre guillemets, de ces fameux THM, et qui, en fait, disent, on a pendant des années, enfin, depuis 2002, en gros, 2002 a été Hum, le point d'arrêt de la prescription du traitement hormonal. Et aujourd'hui, on reprend de façon assez progressive en disant évidemment qu'il y a des contre-indications dans certains cas, mais dans d'autres, c'est la fameuse balance bénéfice-risque. Il peut être hyper plus que recommandé pour certains symptômes, pour certaines femmes qui vivent mal hum, ces symptômes. tout à fait. Alors elles le vivront mal en fonction de leurs conditions de vie aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a les traitements percutanés ont moins de risques que les traitements par comprimés sur lesquels reposait l'étude américaine, la WHI. Donc il y a il faudrait vérifier aussi les dernières études. Je crois que même avec ces traitements-là, il y a une augmentation du risque relatif de cancer du sein, hein, avec les œstrogènes, même quand c'est donné par voie percutanée. C'est pas énorme, mais ça existe. Mais les autres effets indésirables sont beaucoup moins importants, voire absents. Donc on peut le donner avec beaucoup plus de tranquillité, je pense. Mais bon, je suis pas spécialiste de ces questions et j'ai pas fait la bibliographie non plus là-dessus récemment. Moi, je voudrais vous poser la question du tabou, Hmm. le fait que la ménopause reste un tabou. Enfin, on a du mal à se le figurer quand on en parle comme ça, parce que c'est un point de vue très éclairé et très érudit autour du sujet. Mais au final, qu'est-ce que vous pensez de cette dimension du tabou, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'elle influe sur la prise en charge médicale, sur Hmm. le rapport soignant-patient? Alors moi, je dirais plutôt du stigmate que du tabou, hein. C'est-à-dire que c'est des sentiments de gêne à parler de ça, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, euh, comme les règles, c'est pas quelque chose dont on parle très facilement non plus. Donc c'est le registre de l'intime et, euh, et qui arrive après donc des siècles, des millénaires de très forte stigmatisation des femmes après l'arrêt de la reproduction. Donc il y a cette mémoire culturelle, si vous voulez, qui a été donc contrebattue par le fait qu'il y a un effet de la domination masculine, franchement. Donc je pense que plus une femme et plus les femmes échappent à la domination masculine, donc en étant autonomes, en ayant des salaires, en travaillant, en se socialisant à l'extérieur du foyer, plus elles échappent à la domination masculine, même si elles n'échappent pas complètement, bien entendu. Elle est toujours là. Et je dirais que ce stigmate ou ce tabou est un indice du degré de domination masculine, objectif et subjectif. C'est-à-dire, plus on est mal à l'aise à en parler, bah, plus on est sous l'emprise de la domination masculine, hein. Je pense que c'est une dimension à laquelle on ne pense pas, mais qui permettrait de revenir là-dessus de manière plus, euh, plus contextualisée. Euh, que c'est quelque chose qui, c'est pas un phénomène individuel. Il y a une expérience individuelle, si vous voulez, mais qui est complètement modelée, hein, par une construction sociale. Et l'enjeu de la domination masculine, la domination masculine, c'est les femmes sont là pour faire des enfants. Et quand elles peuvent faire des enfants, ben, on ne sait pas quoi en faire. Donc, euh, elles elles n'ont pas de fonction particulière pour les hommes à partir de ce moment-là, et donc il y a ce rejet. Euh, et C'est une quand jauge. comment Le tabou les stigmates de la ménopause seraient une jauge de la domination un masculine au indice, ouais, sein un des indicateur. sociétés. Oui, ouais, Ouais. tout à fait. À vérifier, hein, mais je pense qu'on pourrait tout à fait faire une petite grille du degré de domination masculine et voir l'intensité du tabou ou du stigmate, hein. Ce serait assez facile à faire. Alors,
est-ce que cette gêne, voire cette honte, plutôt de la gêne, je dirais, influe le recours à la médecine, aux soins? Je ne sais pas. Je ne sais pas si, là j'ai pas la réponse, j'ai pas fait d'études là-dessus. Euh, Faire que des hypothèses, mais si des femmes sont très gênées, je pense qu'elles ont quand même plutôt des bons rapports avec les gynécologues, surtout les gynécologues femmes, Mm. mais il y en a beaucoup moins parce que la gynécologie médicale a été supprimée. Mais bon, je pense que ça dépend du degré de confiance qu'elles ont avec leur gynécologue. Et si c'est voilà, des femmes qui sont suivies depuis longtemps et qu'il y a une alliance, si vous voulez, thérapeutique, ça m'étonnerait que ça empêche voilà, le recours, en tout cas dans les classes sociales qui consultent les gynécologues. Mais tout le monde ne consulte pas un gynécologue. Et je pense que là aussi, ça dépend beaucoup des classes sociales. Et dans des milieux où pour différentes raisons économiques ou de distance par rapport aux ressources géographiques, etc. Peut-être que là, c'est plus compliqué d'en parler à son généraliste, par exemple. C'est une généraliste femme, c'était plus facile. Donc, ça resterait à étudier de plus près en différenciant un certain nombre de situations. J'ai une autre question à vous poser. Je suis désolée, c'était pas prévu, mais parce que ce que vous dites est passionnant. Il y a un bouquin qui s'appelle La fabrique de la ménopause qui a été écrit par une sociologue qui s'appelle Cécile Charlap qui explique Oui. qu'en fait la conception médicale de la ménopause à la base, c'est la carence en oestrogène. Hmm. Et qu'en fait, partie du constat que c'était une problématique carentielle, l'objectif de la médecine a été de supplémenter Hmm. en proposant le fameux THM. Et l'idée n'est pas d'avoir un avis positif ou négatif sur le traitement hormonal, mais l'idée c'est de dire est-ce que il y aurait pu avoir d'autres perceptions qui auraient amené d'autres solutions. C'est-à-dire de se dire aussi que c'est juste un phénomène physiologique et que pour l'accompagner au mieux, quelles pourraient être les réponses médicales indépendamment de la supplémentation. En fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, alors c'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques, notamment le laboratoire Organon, a découvert les oestrogènes dans les années 20, 1920. Et il s'est demandé à quoi ils pourraient bien servir. Donc ils ont testé les oestrogènes dans l'eczéma, les règles douloureuses, la schizophrénie, le rhumatisme et finalement la ménopause. Et donc c'était un médicament à la recherche d'une maladie en somme. Et donc on a créé la maladie comme la ménopause comme maladie carentielle dans cet objectif de vendre des oestrogènes aux femmes. Et il y a des modèles, d'autres modèles en effet, qui existaient avant, hein, euh, avant la découverte des oestrogènes et donc de progrès de l'endocrinologie, où c'était une étape physiologique, hein, et d'autres sociétés où on n'avait pas accès, où on n'a pas accès toujours à ça, où c'est une étape physiologique avec des avantages, des inconvénients. Il n'y a plus de règles, donc c'est plus simple. On risque plus d'avoir des enfants si on n'en veut plus, mais il peut y avoir des inconforts, voilà. Donc, notamment des sociétés où il n'y a pas d'ostéoporose, hein, notamment en Afrique subsaharienne, il n'y a pas d'ostéoporose, les femmes ont un capital osseux important. L'argument, si vous voulez, de santé publique majeur, attention à l'ostéoporose, n'est pas pertinent. Donc l'expérience est forcément très différente. Elle est, ça peut être, et les femmes qui ont eu le nombre d'enfants qu'elles veulent sont pas forcément, ne se, n'ont pas recours, si vous voulez, à ce modèle médical d'une carence qu'il faudrait supplémenter. La dernière question, c'est on en parle de plus en plus. En tout cas, alors là, évidemment, j'ai pas de données statistiques, mais C'est la, votre expérience? la ménopause. Oui, alors peut-être que j'ai un peu le nez dans le guidon, c'est possible aussi. Non, mais vous avez Néanmoins, des occasions de recueillir des paroles, on d'observer, voit, voilà, ouais. ouais, et on voit la presse parler de la ménopause. Enfin, c'est de moins en moins tabou. On ose prononcer le Hmm. mot, etc. Avec des porte-voix. Il y a une mission parlementaire là J'ai avec vu ça, oui. Stéphanie Rist, Hmm. une députée qui est en train d'auditionner les acteurs autour de la ménopause. Enfin bref, il y a une vraie libération entre guillemets de la parole Hmm. autour de ce sujet. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que l'ouverture du débat
et j'ai pas envie de dire naissance, mais en tout cas l'amplification de la parole autour de ce phénomène va changer ou va améliorer ou va modifier que ce soit la prise en charge des symptômes et les conditions des femmes. Oui, ça dépend dans quel terme on en parle. Mais là, il faudrait voir quelle est la perspective de cette mission parlementaire, par exemple. Si c'est pour recycler que la femme n'est plus une femme à partir de la ménopause, ça va renouveler le stigmate, contribuer à la domination. Si c'est pour déstigmatiser, dire que la ménopause n'est pas un drame et qu'il y a effectivement des situations qui nécessitent certains traitements très gênants, etc. Si c'est pas dans une visée de remédicalisation, de surmédicalisation au prix donc d'une dramatisation, d'une stigmatisation, mais ça dépend du tout vraiment quelle est la perspective. Hein. Et je sais pas du tout quelle est la perspective de cette mission parlementaire. Hein. C'est notamment la formation des soignants, la formation autour de ces phénomènes spécifiques, Ouais, des sages-femmes, ouais. voilà. Donc on peut espérer effectivement que euh, ça va, ça va permettre un meilleur accompagnement, une meilleure socialisation de cette question, et que des femmes puissent avoir, oui, les soulagements ou les traitements nécessaires plus facilement. On peut le supposer. Mais il faudra voir. Il faudra voir empiriquement quelles sont les préconisations, quels sont les résultats. Et puis, donc vous dites que c'est à destination des soignants. On imagine que c'est plus une détection du conseil, etc., pour éviter de laisser. Bon. Bon, je pense qu'il faut faire crédit à cette mission parlementaire et voir ce qui va en émerger. Bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser? Je crois pas, hein. Vous Oui, je avez crois qu'on répondu à toutes les questions on a que... vu l'essentiel. Ouais. Mhm. Merci infiniment, Je vous en docteur. prie.